Bonjour à tous, bonjour Maître Perrier. Bonjour. Nous venons de faire un beau pénal trophy. Magnifique. C'était bien. Ah, remarquable. Solène a brillamment remporté ce pénal trophy avec Grâce à une maîtrise du buzzer et du droit qui est conjuguée, c'est un miracle permanent. Totalement. Sur l'enfance délinquante qui plus est. Oh, oui, oui. Un tirage au sort pas du tout pipé de surcroît. Vraiment. Non. Vraiment une compétition qui s'est déroulée dans une éthique totalement. parfaite. Totalement. Le comité d'éthique a tout validé. Oh, etc. tout. Maître Perrier, présentez-vous un petit peu. Et j'ai 44 ans et je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est une profession souvent méconnue. Nous sommes 120 et nous avons le monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation et le Conseil d'État sous un certain nombre de réserves. Et j'ai été pendant 15 ans avocat au barreau de Paris, de 99 à 2016, 17 ans. Et j'ai toujours été parallèlement collaborateur d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et j'avais développé également une clientèle personnelle parce que j'étais avocat à la Cour, donc j'avais la possibilité d'avoir une activité traditionnelle à la Cour, que j'ai eu notamment en droit pénal parce que j'ai passé le concours de la conférence, et grâce à ça donc j'ai pu développer une clientèle de droit pénal, puis une clientèle un peu généraliste, et puis les choses ont fait que, au fur et à mesure, je me suis quand même réorienté vers la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, que j'avais toujours voulu embrasser dès mon parcours universitaire. J'avais fait droit public et droit privé, et je me disais, mais quelle profession me permet de concilier le droit public et le droit privé? Par hypothèse, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et après, il y a eu des chemins de traverse, notamment la conférence, qui m'ont amené vers le droit pénal. Et puis, je suis revenu chez les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et donc j'ai reprêté serment, puisqu'on reprête serment, c'est un autre métier, donc on prête serment devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation. À l'été dernier, je suis donc associé, nous sommes 4 au sein d'un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. D'accord. L'expérience Eloquentia. Déterminante. Oui. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée. L'idée vient de Stéphane de Freitas, qui est le réalisateur du film à voix haute, que peut-être certains d'entre vous ont pu voir. Stéphane est né à Aubervilliers. Il a fait à un moment des sports-études, parce qu'il pensait être basketteur, et puis finalement il n'a pas dépassé 1m70, donc il a dû revenir faire des études juridiques, puisque c'est un juriste. Et Stéphane, passant d'Aubervilliers au sport-études qui se faisait dans le 16e arrondissement de Paris, s'est senti vraiment très stigmatisé par son langage. Venant de banlieue, il s'est trouvé avec une sorte de choc de civilisation avec les gens qu'il côtoyait dans son nouvel environnement, et il s'est dit, mais finalement, de la même façon que le langage nous sépare, c'est le langage aussi qui va nous réunir. Et donc, après avoir fait des études de droit, il a commencé une thèse avec François Terré. Il a été chez Darrois, et il a finalement bifurqué, il a fait l'ESSEC, voilà, et il s'est dit, mais moi je vais revenir dans mon département d'origine, qui est la Seine-Saint-Denis, pour y monter une formation et un concours d'art oratoire pour essayer de faire en sorte que la parole soit un facteur de lien social et de cohésion, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt un facteur de division. C'est ce qui a inspiré l'idée d'Eloquentia. Moi j'avais croisé Stéphane parce que je donnais des formation d'art oratoire, notamment à la conférence Olivain. Et Stéphane était membre de la conférence Olivain, je l'avais croisé dans ce cadre-là, et lorsqu'il a conçu le programme Eloquentia, qui repose vraiment sur la parole sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il y a de la parole professionnelle, c'est-à-dire l'entretien d'embauche, il y a de la parole théâtrale, il y a de la parole de slam, et puis il y a un cours dit de rhétorique classique, et comme je le connaissais de la conférence Olivain, il m'a proposé de prendre l'un de ces 4 cours du programme Eloquentia, et c'est comme ça que je suis arrivé dès l'origine dans cette aventure, mais je ne suis pas le créateur. D'accord. Et l'expérience avec le film à voix haute, justement, quel retour vous pouvez avoir par rapport à votre profession? Vous êtes très sollicité par les médias, il y a différents portraits. De ce point de vue-là, est-ce que c'est véritablement, est-ce que véritablement cette quête de l'éloquence? Alors, d'un point de vue professionnel, il faut dire les choses très franchement. D'abord, je ne le fais pas comme un élément de ma profession. Évidemment, dans le film, on voit une audience fictive, et donc je les sensibilise aussi à l'éloquence judiciaire, qui est l'une des formes de l'éloquence, mais parmi tant d'autres. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de parler de mon métier, mais je ne conçois pas Eloquentia comme un prolongement de ma profession, c'est pas du tout mon objectif. Et bien évidemment, sur la lignée du film, vous avez des clients qui vous arrivent, mais qui sont tous des dingues. Donc j'ai pas eu un seul vrai client
qui me soit venu par Eloquentia, et objectivement, c'est pas le but d'ailleurs. Donc vous avez effectivement des coups de fil de gens qui vous disent, je vous ai vu chez Ruquier hier, vous êtes l'avocat qu'il me faut parce que depuis 15 ans, la carte me doit 33 € et je ne réussis pas, et vous allez évidemment réussir parce que vous connaissez Laurent Ruquier. Alors de 1, je ne connais pas Laurent Ruquier, et de 2, je ne peux rien pour vos relations avec la CAF, et de sur quoi vos 33 €, je vais vous les donner, et on va arrêter de tourner autour du pot avec ça. Donc ça n'a rien apporté comme clientèle, et ce n'est encore une fois pas le but de cet engagement à Eloquentia. Le but, c'était de valoriser la parole, parce que moi j'ai été un grand timide quand j'avais votre âge, je n'ai pas passé de concours d'éloquence parce que j'aurais été incapable de le faire, je ne me suis pas du tout fait cette violence-là à votre âge, je me le suis faite un peu plus tard quand j'étais jeune avocat, et mon idée était que ces jeunes de Seine-Saint-Denis ne perdent pas tout le temps que j'ai perdu à maîtriser la prise de parole en public. Moi j'ai mis 20 ans, 30 ans avant que ça vienne un tout petit peu, et je me disais mais voilà, il y a un fast track, et évidemment tout ce que j'ai appris un peu empiriquement sur la prise de parole, il faut que je leur donne ces trucs et ces astuces, ces recettes pour qu'ils ne perdent pas tout le temps que j'ai perdu. Donc voilà, c'était ça l'idée. Mais c'était pas du tout professionnel. C'est plus de l'acquis que de l'inné, la prise de parole en public. Ah, alors ça c'est une grande question. C'est évidemment les deux. Il y a une part de don. C'est incontestable, il y a des gens, on sait qu'ils ont un charisme naturel, ils ont une aura naturelle, ils aiment ça, ils ont une aisance. Ça se commande pas. Il y a une part d'acquis et non mais voilà, voilà. Donc il y a une part de don. Il y a une part de don, c'est évident, c'est ainsi, c'est cruel, mais en même temps, je veux dire, je peux me donner tout le mal que je veux, je ne courrai jamais le 100 mètres en moins de 10 secondes. Voilà, il y a des aptitudes, les êtres humains ne sont pas égaux, ça n'est pas vrai, je peux travailler tous les jours, 20 heures par jour à faire des gammes devant un piano, je ne jouerai pas la sonate appassionata de Beethoven, c'est comme ça, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui ne le sont pas. L'oratoire, c'est pareil, il y a une composante de don, elle est irréductible. Maintenant, il est vrai aussi qu'il y a une part de travail et qu'il y a un certain nombre de recettes, un certain nombre de trucs qui permettent de s'améliorer quel que soit son niveau de départ. On ne fera probablement pas d'un cheval de trait un pur sang de course, mais on peut toujours progresser. Et voilà, il y a une part d'inné, mais il y a aussi une part d'acquis qu'il ne faut pas du tout négliger. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est pas non plus venu comme ça. Et je me suis beaucoup entraîné. Ça a été très dur parce que j'étais pas non plus, j'avais pas le goût forcément de ça. Donc je l'ai beaucoup fait en me forçant, en me disant que c'était nécessaire dans ma profession, que j'avais choisi une profession qui avait une composante d'oralité et que donc il fallait que j'assume aussi cette composante d'oralité. Qu'on peut pas être avocat si on a un exercice purement solitaire et monacal. Et donc j'ai forcé un peu la nature. Mais vous ne pensez pas que, par rapport à cette expérience, que ce n'est pas le rôle des universités ou des écoles du barreau de former à l'art oratoire, justement? Alors évidemment, c'est le grand décalage qu'il y a entre le fait qu'aujourd'hui, l'enseignement ignore quasi totalement les compétences orales, notamment dans les universités, il faut le dire, et de sorte que ces compétences orales sont abandonnées à des initiatives étudiantes ou parallèles, mais l'université, alors oui, il y a des universités qui organisent institutionnellement des concours d'éloquence, il y a une concours de plaidoirie de Paris 2, enfin il y en a, mais malgré tout c'est abandonné à des associations, l'ISIAS par-ci, enfin il y en a partout, Eloquentia évidemment, mais je regrette bien sûr que ce soit un parent pauvre, alors que c'est une compétence déterminante dans le monde contemporain. Et pour ma part, j'ai probablement fait mon premier exposé oral après le bac. Et c'est inconcevable d'avoir un enseignement qui valorise à ce point l'écrit et qui ignore à ce point les compétences orales. C'est vraiment un décalage entre le fait que notre société est une société de l'oralité, la communication est aujourd'hui orale plus que jamais, et le fait qu'elle est délaissée par l'enseignement, probablement aussi pour une raison qui tient à la massification. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui des cohortes d'étudiants en droit et que corriger des copies, ça se fait assez rapidement. Et on peut le faire dans le métro, on peut le faire à toute heure du jour et de la nuit. C'est pas très compliqué, c'est assez anonyme, ça prend pas beaucoup de temps. On met des points à la fin, on met 3 notes en marge et ça suffit à corriger une copie. Alors que pour former quelqu'un à l'art oratoire, ça prend du temps, c'est un matériau humain, c'est
individuelle et la massification de l'enseignement rend tout cela un peu complexe. Je le conçois, mais malgré tout, véritablement passer tous les concours d'éloquence qui vous sont offerts, préparez-vous au grand oral du CRFPA et à tous les oraux, parce que bien souvent, on voit que le grand oral du CFPA est, pour beaucoup d'étudiants, le premier vrai oral qu'ils passent alors qu'ils ont 23, 24, 25 ans. C'est quand même incroyable qu'à 23, 24, 25 ans, on n'ait pas passé un vrai oral devant un jury de 3, 4 personnes, 5 personnes, et qu'on attende 25 ans pour passer un oral, c'est quand même une compétence qu'on devrait avoir et qu'on devrait valoriser dès les premières années. Alors ça, tout à fait. D'ailleurs, vous rejoignez bien cet ouvrage. Ah, la publicité gratuite. Exactement. Que je vous ai dédicacé. C'est vrai. Pourtant, vous ne venez pas. Et que vous m'avez même offert. Voilà, d'accord. C'est vrai. C'est vrai, je dois le dire, comme une sorte de disclosure. Voilà. J'ai eu un ouvrage de Michael Benyounlouch gratuit. Voilà, une sorte de conflit d'intérêts, une sorte ça. de corruption. Voilà. Bon, peu importe, passons au sujet. Justement, c'est pas paradoxal, cette place qui est réservée aux oraux. À l'heure, justement, on a une réforme de l'examen du CRFPA, avec un grand taux qui passe d'une demi-heure à 3/4 d'heure, ce qui signifie qu'on livre l'étudiant pendant 3/4 d'heure à un jury de 3 personnes, et on sait très bien qu'en 3/4 d'heure, là, les aspects tactiques sont moins marqués. Un jury va pouvoir balayer comme ça les différentes matières du grand oral qui sont extrêmement denses. C'est pas paradoxal, justement, ça? C'est extrêmement paradoxal, ce d'autant que, me semble-t-il, la réforme introduit une note éliminatoire. Non, pas une note éliminatoire. Bon. Et de facto aussi, puisque comme on a un coefficient qui est très élevé... Oui, voilà. En réalité, il n'y a pas de note éliminatoire, parce que je crois que réglementairement, c'est une difficulté, mais si vous avez 2, compte tenu du jeu des coefficients, vous ne pouvez plus vous en sortir. Mais, en même temps, il y a un côté, je trouve, assez légitime à cela. Parce que vous avez face à vous, au grand taux, 3 personnes qui représentent quand même un peu, j'allais dire, tout de vous. C'est-à-dire l'universitaire qui va contrôler que votre niveau juridique, de connaissance, de raisonnement est le bon, l'avocat qui va se dire est-ce que j'en veux comme collaborateur, et le magistrat qui va dire est-ce que j'en veux à la barre. Si il y a, j'allais dire pour reprendre des codes que vous connaissez, 3 croix rouges, il n'y a pas de secret. C'est quand même le moment de vérité. On n'est plus là dans un one-to-one qui peut donner lieu à un mouvement d'humeur. Là. Moi, je l'ai beaucoup fait passer, ce grand taux. Je l'ai fait passer pendant 10 ans. Et j'ai jamais eu véritablement de conflit avec mes co-jurés, magistrats et universitaires. Et on a souvent été d'accord pour dire, bah, celui-là, non, véritablement, c'est pas possible. Ou celui-là, oui. Et de ce point de vue, laissez-moi vous dire que la compétence orale est centrale. Combien de fois j'ai protesté contre un universitaire qui s'offusquait et était prêt à mettre une note extrêmement faible parce qu'un étudiant ne savait pas quelque chose qui lui paraissait évident. Et alors? Sauf, évidemment, des erreurs grossières. Je veux dire, on a évidemment éliminé quelqu'un qui pensait que la détention était la règle. Là, je ne peux pas grand-chose pour lui. Ou un étudiant qui ne connaît pas les modes de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas grand-chose pour lui au bout de 50 droits. Là, on est dans une carence qui est criante. Mais, pour le reste, honnêtement, une fois qu'on a passé le socle de connaissances, la différence se fait par les capacités de conviction. Et d'ailleurs, le programme du grand oral porte uniquement sur la capacité à argumenter. Donc les connaissances brutes sont pas si valorisées que ça, et tant mieux d'ailleurs, parce que comme vous le dites, en 3/4 d'heure, on a le temps de tirer dans toutes les matières. Et vous ne pouvez pas être omniscient. Donc on attend simplement de vous que vous ayez des réflexes. Et par exemple, en liberté fondamentale, combien de fois j'ai posé des questions dont je n'ai pas la réponse? 1000 fois. Et j'attends pas que vous ayez la réponse. J'attends que vous raisonniez devant nous. C'est tout. Et notamment, 9 questions sur 10 au grand taux reposent sur des conflits de liberté. Le droit de propriété contre la liberté d'aller et venir. Enfin, je prends des exemples au hasard. Je n'ai pas la réponse de la conciliation de ces libertés, mais dès lors que vous avez identifié les libertés en jeu, ça me suffit. Ça me suffit largement.
Et donc, je cherche pas. Si en plus vous avez le cerise sur le gâteau, l'arrêt, encore une fois, le numéro de l'arrêt, le nom du rapporteur, voilà, alors là évidemment c'est la gloire. Sa taille de chaussures. Sa taille de chaussures, c'est ça, c'est son groupe sanguin. Là, très bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et vraiment, c'est plutôt des capacités de raisonnement. Quels sont les enjeux de la question? Ça nous importe. Et pour revenir aux questions purement oratoires, le nombre d'étudiants que l'on voit et qui ne savent pas se présenter, c'est criant. Même, j'allais dire, physiquement. D'abord, le nombre de gens, d'étudiants, qui entrent dans une salle et qui ne savent pas dire « Bonjour, monsieur le président, bonjour, madame, bonjour, monsieur ». Normalement, tout étudiant normalement constitué devrait savoir ça. Bonjour, monsieur, dame, comme à la boucherie. Bonjour. Enfin, on n'est pas à la boucherie sans eau, là. Il y a un président, il y a 2 assesseurs, vous ne savez pas qui est qui. Donc, bonjour, monsieur le président, bonjour, madame, bonjour, monsieur. C'est quand même pas compliqué. Ne pas s'asseoir tant qu'on ne vous l'a pas dit. Donc, les gens, ils arrivent, ils s'assoient. Puis ils commandent une bière pendant qu'ils y sont. Enfin, c'est invraisemblable. Le nombre de gens qui commencent à parler sans y avoir été invités. Invraisemblable. Ah, c'est invraisemblable. Enfin, si vous allez aller à l'audience, vous allez prendre la parole sans que le juge vous ait donné la parole. Mais enfin, on est où là? Donc ça, invraisemblable. Le nombre d'étudiants qui ne savent pas se tenir derrière une table, qui ont les mains sous la table. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont des choses à me cacher. On peut éventuellement effectivement prendre du plaisir en même temps que du stress, mais l'un peut compenser l'autre. Mais non. Enfin, les mains font partie de votre langage, donc vous devez me les montrer aussi. Elles disent une partie de votre discours. Le nombre d'étudiants qui prennent 100% de la surface de la chaise. Mais jamais. On prend la moitié de la chaise et le reste du temps, on a le buste vers les autres. Le nombre de gens qui arrivent comme ça, mais ils ont été élevés où? Ils ont été nourris, mais ils n'ont pas été élevés. Et alors, la fin, l'apothéose, bonne continuation, bon courage. Il y a le voilà. Il y a quasiment le bonjour chez vous, quoi. Enfin, mais c'est invraisemblable. Donc, il y a une inaptitude. Et puis alors, après, dans l'expression de la pensée, le stress de la prise de position. Beaucoup de questions sont « que pensez-vous d'eux ?» La seule réponse que je n'accepte pas, c'est « rien ». Vous n'êtes pas là pour ne rien penser, vous êtes là pour argumenter. Et toute position me va. Ce que je ne veux pas, c'est la nana, je dis la nana parce que c'est souvent une caricature, mais la nana qui est là et qui tripote sa médaille de baptême et qui dit qu'est-ce que je peux répondre? Je m'en fous, mais réponds-moi quelque chose et puis argumente sur ta position. Alors après, je vais jouer avec toi. Je vais me faire l'avocat du diable. Je vais te pousser dans tes retranchements. Surtout, ne te fais pas retourner comme une crêpe. Maintiens ta position et argumente et démonte mes propres arguments. Si tu avais dit l'inverse, j'aurais dit l'inverse. Donc je me fais l'avocat du diable. Mais tenez vos arguments. Ne vous faites pas retourner par le jury. Tenez votre position. Vous l'avez choisie. Elle est peut-être bonne, elle est peut-être mauvaise, mais tenez-la. Et allez au combat. Et ne dites pas je n'en sais rien. Dites, bah voilà. Alors, ne soyez pas dogmatique non plus. Souvent, voilà, si la question vous est posée, c'est qu'elle se pose. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, il y a un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur de cette thèse, mais pour ma part, je considère que cette liberté est plus fondamentale parce qu'elle relève de, je ne sais pas, la sphère intime, par exemple. Voilà. Donc, mais souvent, on vous demande votre position, vous avez l'impression qu'on vous agresse, mais pas du tout. Et sachez-le bien, votre position, on s'en moque un peu. C'est juste pour savoir comment vous allez l'argumenter. Et ça nous suffit si vous savez bien l'argumenter. Et le nombre de fois où le juge m'a dit, bah écoutez, franchement, moi, c'est pas ma conviction, mais franchement, c'est un discours que je peux parfaitement entendre devant moi.
Et un avocat qui dit, bah écoutez, franchement, c'est pas ma position, mais ça aurait été le confrère adverse, j'aurais parfaitement accepté ce discours de sa part. Donc, vraiment, ne vous sentez pas agressé quand on vous demande ce que vous en pensez. On vous demande simplement, quand on vous dit, qu'en pensez-vous, bah, pas avoir une position dogmatique, pas dire, c'est complètement con de penser l'inverse, c'est pas l'idée, c'est voilà, j'entends bien les arguments dans ce sens, mais je considère qu'ils sont supplantés par ces arguments-là. Voilà, mais le nombre de fois où il y a des gens qui sont, mais comme les lapins dans les phares d'une voiture, quoi. Oh, ils sont là, bah, ils sont écrasés. Et puis alors, il y a un autre truc aussi, je suis désolé, je tiens le crachoir, mais après tout, bon. En fait, ce qui fait l'élimination, pour moi, en fait, c'est très rarement les connaissances. Sauf si, encore une fois, si on est vraiment devant une béance terrible. C'est souvent une question d'attitude. Ce qui est pour moi insupportable, c'est l'arrogance. Le nombre d'étudiants, très peu, hein, mais quand même, qui arrivent en disant, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos questions? Non. Mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Et là, je suis rarement méchant. C'est pas mon but, je m'en fiche, je suis pas là, j'ai pas de vocation sadique, je suis pas... Je m'en fiche complètement. Mais beaucoup d'étudiants qui sont d'une suffisance vraiment gênante, quoi. Et ça, et là, je peux être très méchant. Mais très 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 méchant. Je peux mettre 1 sur 20. Ça me pose aucun problème. Mais aucun. J'ai aucun problème de conscience. Donc, voilà, mais franchement, le grand taux du CFPA, c'est pas une montagne. C'est vraiment... Non mais franchement, c'est pas compliqué. Je veux dire, ce qui est très important, je suis désolé, hein, voilà. Nous, quand on fait jury, il faut bien savoir qu'on n'est pas du tout dans la même position que vous. Je pense que vous survalorisez les compétences, les connaissances. Vous vous ingurgitez un nombre de trucs. Nous, je vais dire ce qu'on fait. Moi, quand je sais que je vais faire passer un oral du CFPA, je prends le JCP, des éditions LexisNexis. Pub. Il y a dans cette revue de qualité une chronique de droits de l'homme, chronique de liberté fondamentale qui sort 2 ou 3 fois par an, grosso modo. Je dis ça. J'ai pas le temps de faire plus. Pour le reste, c'est de la culture générale, juridique. J'ai pas le temps. Donc, l'arrêt microscopique, qui est ça, personne ne connaît. Personne ne connaît. Donc, et les 4/5 des questions sont des questions de pure actualité, mais du jour. Et le nombre d'étudiants que l'on voit arriver et dont on a l'impression que dans les 6 derniers mois, ils ont vécu dans une grotte, c'est invraisemblable. Donc sortez, lisez les journaux et regardez la télévision. Ne lisez pas le dernier article qui peut-être sur la cause a une vision totalement divergente. On s'en fout complètement. Les questions sont des questions d'actualité. 9 fois sur 10, donc soyez attentifs à l'actualité, aux derniers arrêts. Mais c'est surtout là-dessus que vous serez interrogé. Et pas sur des questions vraiment de pure connaissance juridique, théorique. C'est pas là-dessus que ça va se jouer. Donc, vraiment, je vous dis, moi, quand je sais que je vais faire passer l'oral, je me rafraîchis mes connaissances sur les derniers arrêts de l'année, mais pas plus. Après, il y a la pratique professionnelle qui fait qu'on est attentif aux arrêts qui sortent, et voilà. Mais ne survalorisez pas l'accumulation de connaissances. Ça, c'est un aspect qui est absolument essentiel. C'est pas un oral de contrôle des connaissances, contrairement à ce qu'on a pu connaître à la fac, mais justement les étudiants ne sont pas préparés à ça. C'est plus un oral de culture G. Ce qu'on leur apprend parfois, c'est justement, alors on leur apprend tout, à s'habiller, parfois à retirer ses piercings ou à se refaire une couleur de cheveux, on va dire tout simplement. C'est le comportement. Je me souviens d'un étudiant l'année dernière qui l'a passé, ça s'est bien fini. Enfin, il a eu 4 au grand taux, mais ça s'est bien fini, il a réussi à rattraper. Il arrive, donc il regarde les membres du jury, et il se dit, bon, un magistrat, c'est nécessairement président d'un truc.
même le juge d'instance se fait appeler président du TI, enfin bon, peu importe. Donc il arrive, il trouve qu'il y en a un qui a une tête de magistrat, il voulait faire bonjour à lui, bonjour, bonjour. Bonjour monsieur le président, donc la personne rien dit, non, moi je suis avocat. Ah ok, bonjour monsieur le président, non je préside rien. Et il a continué comme ça son oral. Mais c'est d'apprendre à se présenter, parce que ça a une utilité aussi, celle de poser sa voix, le cas échéant. Pour certains d'entre eux, on n'est pas obligé d'avoir des voix qui portent particulièrement. On peut aussi poser sa voix quand on a une voix qui est une voix beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Bien sûr. Ça leur apprend ça. On ne se trimballe pas non plus avec un certain nombre d'ustensiles. On a vu à l'oral, par exemple, des gens débarquer avec leur barre de céréales, leurs petites bouteilles d'eau, leurs canettes de coca, etc. pour s'alimenter. Non, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu, c'est le moment du combat à proprement parler. D'être en tension également physique, ces différents éléments-là. Et le fait que ce ne soit pas un contrôle de connaissances, souvent ce qu'on fait, on raisonne au départ à partir d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, moi je préfère vie privée, liberté d'expression, c'est tout mignon. Oui, Est-ce que l'un prime sur l'autre, donc ça permet de présenter les deux? Et après, la logique de conciliation qui est inhérente aux décisions, ça vous permet déjà d'avoir un habillage et d'évoquer un certain nombre d'aspects. Donc ça, c'est tout à fait important. Et justement, par rapport à cette réforme, on voit bien que l'idée, c'est d'avoir moins d'avocats. Donc ma question risque d'être un peu directe. Y a-t-il aujourd'hui trop d'avocats? Alors, je ne suis pas vraiment habilité à répondre, parce que je ne suis plus avocat au barreau. Je suis avocat à la Cour de cassation, et si la question est est-ce qu'il y a trop d'avocats au barreau, ma réponse est plutôt non. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Simplement, il n'y a pas de la place pour tout le monde partout. Il y a de la place pour tout le monde si on sait trouver un créneau qui n'est pas bouché. Effectivement, si vous voulez faire du droit de la famille, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du droit de la famille. Et en droit pénal, je crois que c'est compliqué aussi. Mais malgré tout, je ne voudrais pas qu'on soit malthusien. Et il y a de la place pour tous les gens qui sont motivés et bons. Mais pour les nuls, il n'y a jamais eu de place en réalité. C'est la situation, elle n'a pas changé. C'est un marché. Donc les nuls n'ont jamais eu de place et les bons ont toujours eu de la place. Et ça n'a pas changé. Donc les bons ont toujours de la place et les nuls n'en ont pas davantage qu'hier. Et le marché fait son tri. Mais c'est pas vrai de dire qu'on est trop nombreux. Il y a encore de la place pour des gens qui sont techniques, qui sont motivés, qui sont travailleurs, qui sont culottés. Voilà, pour cela, il y a encore de la place. Et il y a des très belles carrières, évidemment. Donc, non, il n'y a pas, à mon avis, trop d'avocats. Il faut trouver sa filière. Par exemple, le droit du sport, bah voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Bah, aujourd'hui, maintenant, on peut être avocat et mandataire, on peut être agent de sportif. C'est un nouveau métier. Il y a plein de nouveaux métiers. On peut être mandataire en transactions immobilières. Voilà, il y a plein de nouveaux métiers du droit. Et c'est pas vrai de dire qu'il y a trop d'avocats. Et il y a trop de mauvais avocats. Mais pour les bons, il y a toujours de la place. Et aujourd'hui, je sais que les gens qui sont vraiment bons, à la sortie de l'école, je peux vous garantir qu'ils ont 4-5 propositions de collaboration. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour les bons. Ça résultait aussi du rapport de Camille Aéry, qui indiquait justement que la profession s'était enrichie au fur et à mesure du temps. Il y avait beaucoup plus d'avocats, mais qu'en même temps la profession s'était enrichie, qu'il pouvait y avoir de la place. Après, il faut aussi peut-être raisonner en termes régional, bien le sûr. cas échéant. Il y a des endroits où il y a certainement une désertification du droit, de l'offre de droit. Dans d'autres, c'est plus. Mais il y a de la place pour des fiscalistes, il y a de la place pour des publicistes, mais pointus, c'est vraiment des gens qui font du droit de l'environnement. Enfin, voilà, si vous êtes voulez faire évidemment du droit pénal international, ça va être compliqué. Mais voilà, il y a de la place pour des gens qui vont faire des fusions-acquisitions complexes, qui vont faire des droits, des successions. Enfin, il y a de la place. Il y a de la place dans la profession. Mais c'est concurrentiel. Voilà. Mais non, c'est pas vrai qu'il y a trop d'avocats. C'est pas vrai. D'ailleurs, les comparaisons internationales font que, au regard du nombre d'habitants, la France n'est pas en tête dans le nombre d'avocats pour 1000 habitants, par exemple. Et donc, non, c'est pas vrai. On peut encore, bien sûr, avoir plus d'avocats, mais pas n'importe comment. Et
je dis encore un truc sur les compétences oratoires au grand O. Il faut bien vous dire une chose, c'est que le jury, c'est enfin, en tout cas pour les avocats, le coût d'opportunité de venir faire passer le grand O du CFPA est considérable. On est payé des clopinettes. Donc, si on le fait, en tout cas pour moi, c'est plutôt pour passer un bon moment. C'est pour rencontrer des avocats, et des magistrats, et des universitaires. Et c'est agréable que les professions juridiques se rencontrent au sein du jury, c'est sympa. Mais à l'égard du candidat, le réflexe est plutôt de se dire, bon, bah, ce mec au stade de l'oral a à peu près 4 chances sur 5 de réussir, c'est probablement un futur confrère, bon, bah, on va passer un bon moment. On n'est pas là dans l'optique de le saquer, d'être cruel, enfin, il n'y a pas de plaisir à ça. Moi, les beaux moments de l'oral du CFPA, c'est le moment où on arrête d'être dans un rapport d'examen et où à un moment, je me souviens d'un étudiant incroyable, hyper brillant, qui avait un nom à consonance nordique, je ne sais plus sur quoi ça portait, probablement le contrôle de constitutionnalité, et à un moment, il était vraiment très très bon. Je dis, mais bon, d'où vient votre patronyme? Je sais pas, il était danois, je ne sais rien. Je dis, bon, mais alors comment ça se passe au Danemark? Parce que c'était fini, voilà, et on était là pour passer un bon moment. Ne surestimez pas la cruauté du jury. Le jury n'est pas là pour être cruel. On est là aussi pour passer un bon moment. Et vous verrez qu'à un moment, alors, ça n'est pas à vous de donner le signal de la détente. Parce qu'il y en a qui, à un moment, vont commander un pastis. Ça, c'est la cata. Mais, à un moment, si ça se passe bien, le jury va donner le signal de la détente. Et on va s'arrêter d'être dans un rapport examinateur à candidat. Et ça va être une discussion. Et parfois, d'ailleurs, la discussion roule au sein même du jury. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et ça va être un oral à 4, en fait. Et c'est là que c'est gagné. Mais, voilà, ne vous dites pas, ils sont là pour me bouffer. On n'est pas là pour vous bouffer. On est là pour se dire, bah, lui, je le veux bien comme contradicteur, je le veux bien comme collaborateur, il est sympa, il a l'œil clair, il raisonne bien, il est sympa. Mais c'est bête, hein, mais la capacité juste à être sympa, c'est idiot, hein. Mais c'est déterminant. Le mec qui arrive, il est triste, il est tendu, c'est horrible. Non mais c'est vrai. Vous n'avez pas envie de voir tous les matins un type qui est triste. Non. Donc, il ne s'agit pas de sourire comme un débile, mais voilà, ne soyez pas fermés. Soyez ouverts à la discussion et on n'est pas là pour être méchant. Pour nous, le grand moment de bonheur, c'est quand ça se passe bien. Enfin, moi, je suis hyper heureux quand je mets 18. Je n'ai aucun plaisir à mettre 2, mais aucun. Alors que j'ai beaucoup de plaisir à mettre 18. Et je mets l'un comme l'autre. Sachez-le. Mais je vous le dis parce que je ne le fais plus passer, car en tant qu'avocat au Conseil d'État, je ne peux plus faire passer l'examen d'avocat à la Cour. Mais j'ai été infiniment heureux de mettre des 18. Et j'ai revu, pas beaucoup, mais quelques étudiants qui m'avaient vraiment marqué, et je les ai revus. J'ai retenu le nom, et je les ai revus, et on est encore en lien, et il y en a. C'est aussi pour nous l'occasion de repérer des gens, et il y en a un, bon, il veut absolument être avocat à la Cour, et je le regrette, mais j'étais persuadé qu'il aurait fait un formidable avocat au Conseil. Et je ne désespère pas. Donc on déjeune de temps en temps, et j'espère que peut-être qu'il choisira la profession que j'ai choisie. Mais voilà, on n'est pas là pour passer un mauvais moment. Franchement, donc ne vous dites pas, oh, ils sont là, c'est les gorgones, l'hydre à 3 têtes, ils vont me bouffer. Non, enfin normalement on a mangé à notre faim le matin, on ne mange pas les enfants, voilà. Et aussi une chose assez importante, peut-être, je sais pas, je dis ça, ça n'a peut-être aucune importance, mais juste, moi je l'ai fait à Paris 1 et à Paris 2. Alors, à Paris 1 maintenant le format est un petit peu différent, puisque on vous demande de soutenir que. Bon, alors, j'ai eu, la première fois que ce format d'épreuve a été inauguré, j'ai eu soutenez
que le droit à l'oubli est contraire, je sais pas quoi, au principe de liberté fondamentale. Alors là, par exemple, c'était au moment de l'arrêt Google, hein, donc on était en plein droit à l'oubli. Et alors c'est là, par exemple, que vous voyez le type M de l'étudiant qui a complètement le nez dans le guidon. On lui dit, voilà, le droit à l'oubli. Et l'étudiant vous fait Google. Et je dis, il y a un truc qui s'appelle la prescription. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, bah il l'avait pas. Parce qu'il s'était gavé de connaissances et il n'avait pas du tout pris du recul sur l'oubli, c'est aussi la prescription pénale. Et donc, voilà, ne soyez pas le nez dans le guidon des connaissances. C'est pas ce qu'on vous demande. Le jury, voilà, ça c'est vraiment, c'est la révélation qu'il faut vous faire. Le jury en sait moins que vous. Franchement, le jury en sait moins que vous. Simplement, ce que vous ne savez pas faire, c'est organiser vos connaissances et les valoriser. Mais vous en savez là, au stade où vous en êtes, je vous le dis très franchement, vous en savez déjà trop. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des entraînements. Mais l'ingurgitation, c'est-à-dire l'entonnoir qu'on gave, vous en savez déjà trop. Maintenant, faites décanter et faites émerger de l'argumentation. Mais pour ce qui est de la connaissance brute, je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous êtes déjà absolument au point. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc voilà, ne vous dites pas qu'on est là pour vous bouffer. C'est vraiment pas le cas. On n'est pas là pour vous piéger. On est, voilà. Oui, un point sur Paris 1, Paris 2. Dans cette lignée-là de on en sait moins que vous. On ne choisit pas les sujets. Le jury, quand il arrive, on lui donne une enveloppe. Alors pour les avocats, on pense qu'il y a des espèces. Parce que quand on te donne une enveloppe, on pense qu'il y a des espèces. Je dis ça pour les avocats à la cour. Les avocats au conseil, bien évidemment, ne mangent pas de ce pain-là. C'est filmé, hein, je sais. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Non. Et donc, on vous donne une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a les sujets de la matinée. C'est-à-dire les sujets qui vont être posés dans la matinée. Et on ne les choisit pas. Donc il y a un sujet à corriger. Mais combien de fois ça tombe sur une question dont je ne connais pas le premier mot? Donc, encore une fois, ne survalorisez pas les connaissances. On ne choisit pas les sujets. On n'est pas l'expert qui a écrit la thèse sur la question, qui a plaidé le dossier. C'est pas vrai. C'est pas le cas. On est victime des sujets comme vous. Et parfois, j'ouvre l'enveloppe et je me dis, oh là là, la matinée va être longue. Parce que sur les 6 sujets, j'en connais bien 2. Il y en a 2, ça va. Et il y en a 2, je sais même pas de quoi on parle. Bah ouais. Bah c'est comme ça. Et donc, et je suis quand même apte à vous juger. C'est bien vous dire que je ne vous juge pas sur les connaissances, puisque je ne sais moi-même rien du sujet que vous allez aborder. Donc, voilà, on ne choisit pas les sujets. On a un corrigé. 3 fois sur 4, on n'a pas le temps de le lire. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on est convoqué à 9h. À 9h, on nous file l'enveloppe. Ok, très bien. Le premier candidat passe à 9h30. Alors, on nous donne le numéro des 2 premiers sujets qui ont été tirés. Alors, on commence à regarder un peu les corrigés. Autant vous dire que le type qui passe en dernier, on n'a pas eu le temps de regarder le corrigé. Alors, pendant que le mec fait son exposé, on regarde un peu le corrigé. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils vous écoutent pas, parce qu'ils regardent un peu le corrigé. C'est la raison pour laquelle ils regardent, ils vous écoutent pas. Donc ils regardent le corrigé pour essayer d'avoir une question à poser qui est moins niaise que la question du voisin. Et donc, voilà, ne vous bercez pas d'illusions. On n'est pas omniscient. Et 9 fois sur 10, 28, 83, 58, 40. Ça veut dire qu'ils ne regardent pas sur qui a un gage et qui ne nous regarde pas. Non. Donc, voilà. Juste pour vous dire, c'est vraiment votre capacité à argumenter et à convaincre. Et de ce point de vue-là, évidemment, les qualités orales sont déterminantes, beaucoup plus que les connaissances elles-mêmes. Et alors concrètement, pour être à l'aise à l'oral, il ne faut pas tout rédiger. Mais vous êtes fous. Quelle marge il faut laisser Alors, je laisse boire un petit peu, mais quelle marge il faut laisser à l'improvisation? Non. Ça, c'est très important. L'oral est un moment de stress. C'est normal.
Si vous n'êtes pas stressé, c'est à ce moment-là que vous avez un problème. Il y a un immense comédien français qui s'appelait Louis Jouvet, qui a une jeune actrice qui lui disait « Moi, je n'ai jamais le trac ». Lui a répondu « Vous verrez mon petit, ça viendra avec le talent ». Donc, sachez que si vous n'avez pas le trac, c'est là que vous avez un problème. Donc c'est normal d'avoir le trac, simplement il faut juste vivre avec et faire en sorte qu'il soit plus stimulant que inhibant. Donc, il est normal d'être stressé, c'est un examen professionnel, ça gouverne l'accès à une profession, c'est très important. Le grand oral en particulier, compte tenu des coefficients qui sont les siens, est vraiment une épreuve majeure. Donc il est normal d'avoir du stress. Et nous-mêmes d'ailleurs, quand on voit des étudiants qui sont encore une fois avachis au fond de leur fauteuil, et puis qui ne seraient pas très loin de mettre un coude derrière leur dossier, enfin je veux dire, et d'être au balto, quoi, en disant on voudrait bien une bière, ce qui est mon cas actuellement. Je dis ça, mais voilà. Non, Michel, c'est bon. Donc, sur le stress, ce qui est déterminant, et ça vraiment, vous avez 1 heure de préparation. Ok. L'introduction. Connaissez par cœur vos 2 premières phrases. C'est fondamental. Parce que ça va bien se passer, parce que vous allez connaître par cœur ces 2 premières phrases. Et ça va faire diminuer le niveau du stress, parce que rien que ces 2 premières phrases, elles vont sortir naturellement et vous allez être bien. Si vous commencez à accrocher sur les 2 premières phrases, là, ça va être la spirale. Ils vont vous attirer vers le fond, et ils feront comme les crocodiles, ils vont vous laisser faisander, ils vous boufferont à la fin. Oui, c'est meilleur faisander un peu. Donc, faites l'effort d'écrire au moins vos 2 premières phrases et vos 2 dernières. Entre-temps, vous allez avoir un plan, comme tout le monde. Alors, sur le plan, moi, j'ai pas de préférence, je m'en fiche. Ce qui est super important, mais ça, je pense que j'ai aucune compétence par rapport à Michael là-dessus, c'est le jury, il est là pour noter votre plan. Noter, c'est pas seulement évaluer, mais l'écrire. Et donc, il faut que ce soit super clair, mais super clair. Et vous pouvez être méga lourd. Il n'y a aucun problème, on ne vous le reprochera jamais. En revanche, quand on va se regarder à la fin et qu'on va dire « C'était quoi son plan ?» Là, vous allez avoir un problème. C'est que si une fois que vous êtes parti et qu'on est en train de vous évaluer, on dit « Mais vous avez compris le plan ?» Ah non. Là, on a un problème. En revanche, si on dit « Ouais, le plan, c'était un peu lourd », on va dire « Ouais, enfin, au moins, on a compris. » Donc, vous n'êtes jamais assez lourd. Dans l'annonce de plan, ça veut dire le plan des parties et des sous-parties, bien sûr. Hein, donc vraiment, après vous en avez 2, vous en avez 3, ça n'a aucune espèce d'importance, mais vraiment, soyez hyper didactique, parce que quand on note, on n'a pas d'instance d'appel, on ne va pas vous faire répéter. Donc il faut que dès la première prise de parole, on le sait, on a un peu de métier, donc on sait qu'à la fin de l'introduction, il y aura une annonce de plan, donc on est un peu là, le stylo dans les starting blocks. Donc on est prêt à noter, on sait que c'est maintenant. Mais il faut que vraiment l'annonce de plan qui est annoncée en fin d'introduction, ce soit vraiment celle qui est suivie, que à la fin de l'annonce du grand 1, il y a un chapeau sur le A et le B. Enfin, c'est un peu débile, hein, mais c'est super important. On doit pouvoir à la fin être tous autour de la table synchrone sur ok, donc le 1B c'était ça. Donc vraiment soyez super didactique, quitte à être un peu lourd sur la structure de votre pensée, et vraiment, encore une fois, à l'écrit, on peut être un peu subtil, parce qu'à l'écrit, on peut vous relire si on n'a pas compris le plan. À l'oral, on ne peut pas vous faire répéter. Donc, il faut vraiment que vous soyez, à notre égard, vraiment compréhensif, et que vous nous laissiez noter le plan bon ou mauvais. Donc, vraiment, c'est très très important d'être très clair, et aussi... Ça, c'est très important, enfin pour moi, après, je ne sais pas, peut-être que vous avez un autre avis sur la question, mais souvent, pour éviter les hors-sujets, dans les titres de partie et de sous-partie, remettez les mots du sujet. Remettez les mots-clés du sujet. C'est comme un rail, en fait. Ça vous évite de sortir. Si vous avez les mots du sujet, vous êtes guidé. Vous pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas faire fausse route. Vous ne pouvez pas faire hors-sujet. Donc, mettez bien les mots du sujet dans les titres de partie et de sous-partie.
Voilà, donc vraiment, et puis ensuite, vous avez des bullet points. Il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas non plus, normalement à ce stade-là, dans un état de stress. Et puis je veux dire, de toute façon, pour tout écrire, vous n'avez même pas le temps. Donc vous n'y arriverez pas. Ne cherchez pas à tout écrire, vous n'aurez pas le temps. Si vous cherchez à tout écrire, vous terminerez à la fin de votre grand 1, et puis à la fin, vous aurez un grand 2 qui sera une page blanche. Donc c'est la catastrophe. Voilà. Autre chose, donc vraiment, ayez vos points. Enfin, ça, vous avez déjà fait quand même un petit peu d'exposé. Ayez des points un peu comme les portes d'un slalom. C'est-à-dire que je dois passer par là, je dois passer par tel point, tel point, tel point. Pour le reste, le parcours est un peu libre. Enfin, je vois à peu près ce que je vais évoquer sur tel et tel aspect du sujet. Et la conclusion, essayez, je sais qu'en général vous êtes pris par le temps à ce moment-là, mais essayez quand même, dans votre temps de préparation, de dire, bon voilà, je vais faire une petite ouverture là-dessus, et je vais finir comme ça. Et normalement, ça vous déstressera d'avoir aussi votre sortie. Voilà, sur les choses qui font diminuer le stress, c'est vraiment avoir un début, avoir une fin. Je sais par quoi je vais commencer, je suis rassuré aussi parce que je sais où je vais sortir. Très important, numérotez vos feuilles. Le nombre de gamins qu'on voit et qui sont là et qui piochent. Ah oui, le renvoi en bas de page. Très mauvaise idée. Je l'ai fait à la conférence. Alors, le renvoi en bas de page, c'est-à-dire que j'ai un petit remords, donc je fais l'astérisque et j'ai un petit truc. Très mauvais. Parce que vous allez sortir, mais vous n'allez jamais rentrer. Et ça, grand moment de solitude pour moi au deuxième tour de la conférence, l'horreur. Je sais pas pourquoi, j'avais une sortie. Donc je suis sorti. Et je suis jamais revenu. Voilà. Donc c'est pas grave, le papier est offert par l'université. Pour une fois que l'université vous offre quelque chose, prenez du papier, c'est pas très grave. Faites une feuille annexe, faites quelque chose, mais franchement, ne faites pas l'astérisque, ça c'est vraiment terrible. Et le nombre de gamins qu'on voit, alors évidemment, pas recto verso. Hein, les feuilles, ça se retourne pas, ça se passe. Toujours dans le même sens, parce qu'évidemment, sinon vous faites un truc, voilà, donc de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, choisissez votre camp. Si vous êtes macroniste, vous avez un vrai problème, parce que vous allez faire un coup à droite, un coup à gauche. Non, choisissez, mais voilà. Non, mais une feuille, ça ne se retourne pas. Et alors, évidemment, aussi d'un point de vue oratoire, on voit aussi les gamins, quand ils ont beaucoup écrit, alors ils sont là, puis ils ont leur feuille, et puis ils sont à la fin de la première page, et puis ils arrivent là, tac, et ils reprennent. Hein, il y a un téléviseur, couleur. Ok, donc ça c'est la cata, essayez d'être fluide et que ça ne s'interrompe pas dans votre exposé. Mais voilà, sur les facteurs de stress, vraiment connaissez l'entrée et la sortie, ça fera déjà bien diminuer. Ça, ce sont des aspects essentiels, c'est-à-dire tout ça, c'est susceptible de s'apprendre. Ce qu'on apprend souvent, c'est que notamment en fin d'introduction, l'annonce de plan, c'est une triple annonce de plan. D'abord, on annonce le plan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est largement plus entendu dans les silences qu'à un autre moment. Si on veut que le jury prenne note, il faut lui indiquer. Donc, votre phrase d'annonce de plan est faite. Nous verrons tout d'abord, et ensuite... Je veux juste remercier Ishak Katakli, qui me dit « Quel plaisir de vous revoir, Monsieur Perrier. Je suis infiniment heureux, moi aussi, de vous revoir, cher Ishak. Nous ne nous connaissons pas. Mais, oui, il me connaît, mais je ne le connais pas, mais ça n'est qu'un début. Et Ishak, nous sommes 158 rue de Longchamp, et vous êtes absolument le bienvenu, ou la bienvenue d'ailleurs. Je ne sais pas si Ishak est un prénom masculin ou féminin, mais qui que vous soyez, sachez que je vous aime aussi. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, il y a également les ponctuations. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais finir ces feuilles, justement, au milieu d'une phrase. Vous terminez votre phrase, justement, vous dites l'université offre les feuilles, allez-y, vous terminez une phrase, vous n'avez pas le temps de marquer la suivante, vous passez à une autre feuille. C'est tout simple, ça vous permet d'avoir votre respiration du point-virgule. Pendant le moment où vous faites glisser la feuille, vous gagnez du temps. Le contenu aussi, vous êtes susceptible de le border. Au début, il faut beaucoup border. À la fin, vous bordez moins. Dans chaque sous-partie, il faut avoir deux exemples phares, à mon sens. L'exemple classique, l'exemple d'actualité, ou deux exemples assez équivalents. Et venir par rapport à ces exemples, les développer selon leur importance. Et on y va, il faut au départ servir au jury ce qu'il attend aussi. Je dis juste un truc sur les tiroirs, parce que ça c'est un peu pénible. Alors, la durée de l'exposé, je ne sais pas de combien elle est, un quart d'heure je crois, et sachez que personne n'y arrive. Donc ne vous stressez pas là-dessus, personne n'a jamais fait un quart d'heure.
Donc voilà, c'est comme ça. Bon. Mais n'en profitez pas pour faire des tiroirs. Et alors notamment, bien souvent, lorsque l'étudiant cite pour la première fois, évidemment, son vadémécum absolu, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme. Alors là, oh et alors, donc là, systématiquement, la Convention européenne, signé le ta et ratifié par la France le ta qui a ouvert le droit de recours individuel le ta et donc le mec se paye 1 minute de gratos qui n'a rien à voir avec le sujet et ça se voit tellement, c'est que le mec il a une sorte de panneau et il va te dire à partir de maintenant je vais te bouffer 1 minute et c'est pas très intéressant en fait. Je préfère avoir 1 minute de questions plutôt que d'avoir 1 minute de plaquage où le mec habille la vacuité de sa pensée par un petit plan de cours qui n'a pas d'intérêt parce que c'est pas lié au sujet. Voilà, donc le plaquage de plan de cours, moi j'aime pas. Je préfère vraiment la réflexion et que le gamin se mette en danger. Parce que là, s'il me fait le truc sur la date de la signature et la date de la ratification et la date du droit de recours individuel, ok, mais ça m'agace. Enfin, je suis pas là pour parler de ça. Là, je sens qu'il a 5 minutes gratuites et ça m'intéresse pas. Il se met pas en danger. Donc, puis c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas voilà, de me dire quand elle a été signée, ratifiée par qui. Donc, évitez le petit plaquage, le petit tiroir que vous croyez intéressant, mais qui en réalité ne l'est pas et qui est juste là pour vous faire gagner du temps. Pas très intéressant pour moi. On va peut-être passer à la phase de questions. Il y a une question. Ah ouais, bien sûr, évidemment. C'est vrai que je parle beaucoup, mais d'ailleurs, je dis Ishak. Si vous avez une question, c'est peut-être pas un vrai nom aussi, parce que parfois ils prennent des faux noms. Benoît a posé une question. Qu'est-ce qui distingue un bon avocat d'un mauvais avocat? Vous avez évoqué la confraternité, c'est ça. Tous les avocats sont bons et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va distinguer un bon avocat? C'est une question qu'ont pas mal d'étudiants justement dans les petites années. Alors ça, c'est une question qui fait fuir d'abord la majorité de notre public. Il faut couper quelque chose, dites-nous tout. Vous me direz après. Bon, je compte sur vous. Non, je ne sais pas ce qui différencie un bon avocat d'un mauvais avocat. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur hein, dans Les Inconnus. Ah oui, alors Fabrice, lui, il veut tout couper en fait. Toi, tu veux tout. Non, pas du tout. On s'arrête, on fait... Non, moi je suis d'accord, il n'y a jamais assez d'avocats, c'est autant d'abonnés pour moi. Il n'y a pas que des avocats qui sont abonnés à droit pénal. Je suis d'accord aussi pour le grand oral, la bonne stratégie c'est d'avoir les mêmes lectures que ces examinateurs, donc je vous invite à vous abonner à des revues. Ouais, voilà. Non, alors, moi ce que je crois sur bon avocat, mauvais avocat, c'est d'abord une question de travail. Le bon avocat, c'est quand même celui qui connaît son dossier. Le moment où on fait un numéro de claquette de pure improvisation sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et sur un dossier dont on ne connaît pas le premier mot, ça c'est terrible. Donc c'est triste à dire, enfin c'est triste à dire, en même temps c'est assez rassurant, le bon avocat c'est d'abord celui qui travaille. Alors maître, on va devoir interrompre ce Facebook Live, mais on va continuer de répondre aux questions en off, oui. Ici, parce qu'on doit quitter les lieux tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Merci Mickaël.